Lorsqu'un règlement technique change comme en 2026, il y a toujours ceux qui ont choisi une solution plus agressive et ceux qui ont opté pour une solution plus conservatrice. Et le premier jour des essais à Barcelone, nous avons vu un choix extrême de Mercedes concernant l'aileron avant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons l'analyser. Nous allons parler de Ferrari qui est enfin sorti sur la piste à Barcelone lors du deuxième jour d'essai, mais cela ne s'est pas passé comme prévu et voyons pourquoi. Nous devons parler de Williams, d'Alpine, de Red Bull et bien d'autres choses. Cela dit, commençons tout de suite. La FIA a essayé de freiner l'outwash exacerbé des dernières années, mais en même temps, elle a introduit une énorme nouveauté, l'aérodynamique active sur l'aileron avant. L'objectif est clair, réduire la traînée dans les sections où une plus grande efficacité est nécessaire et alléger le travail des unités de puissance qui dans ce règlement sont déjà très sollicitées sur le plan énergétique. Le règlement laisse cependant aux équipes une certaine liberté d'interprétation, non seulement sur la façon de concevoir l'aile, mais aussi sur l'emplacement des actionneurs et sur quel volet rendre effectivement mobile l'aile avant. Et c'est ici que commencent à se dessiner les premières grandes différences. La plupart des équipes a suivi une ligne plutôt logique, faire pivoter deux volets, le maximum autorisé, afin de maximiser la réduction de la traînée lorsque l'aérodynamique active entre en fonction. Une solution qui vise clairement l'efficacité pure. Mercedes, en revanche, a décidé de faire cavalier seul. En effet, en regardant la Mercedes V17, on remarque tout de suite un détail particulier. Les pylônes de support et le nez ne sont pas reliés au plan principal, mais directement au deuxième volet. Cela signifie que ce volet ne peut en fait pas pivoter. Le résultat est que le seul élément réellement mobile est le dernier volet de l'aile. Un choix très différent de toutes les autres équipes vues jusqu'à présent. Et attention, le règlement le permet. Il n'y a pas d'obligation d'avoir deux volets mobiles, ni de choisir impérativement lesquels rendre actifs. Les principales contraintes concernent l'axe de rotation, le nombre maximum d'éléments mobiles et la course autorisée, à savoir 30 Nm pour le volet principal et 60 Nm pour le secondaire. À la base, il semble y avoir une interprétation complètement différente du fonctionnement de l'aile. Mercedes a donc décidé de concentrer son travail sur le dernier volet, tandis que cela dépend d'une incidence. C'est une opération très différente par rapport aux rivaux. Pas étonnant, lors des tests à Brackley, ils ont passé beaucoup de temps à étudier précisément cette zone, utilisant même les classiques fils de laine pour analyser le comportement des flux. Et c'est ici que naît la question clé. Cette solution est-elle conçue pour durer toute la saison ou est-ce juste l'une des configurations possibles? Dans le passé, nous avons vu comment les équipes pouvaient modifier la longueur du nez sans refaire le crash test tout en maintenant la structure interne inchangée. En théorie, cela laisse également la place à un repositionnement des pylônes de support, mais seule la saison nous dira si Mercedes restera fidèle à ce choix ou si elle l'adaptera piste par piste. Et il y a un autre détail très intéressant sur l'aileron avant de la Mercedes V17, à savoir la disposition de certains composants qui créent un véritable canal sous le nez qui dirige le flux vers le sous-châssis et la zone du T-tray. Il n'est pas surprenant que de petites appendices aérodynamiques soient apparues dans cette zone, dédiée précisément à la gestion des flux. Des images à la fois du film en day de Silverstone mais aussi de Barcelone semblent également indiquer qu'une partie du dernier flap est en réalité fixe, tandis que certains inserts métalliques positionnés dans la zone finale serviraient à diriger le flux et à générer de petits tourbillons utiles pour le contrôle de l'air dans cette zone si délicate. En somme, Mercedes a choisi une voie différente de tous les autres, très technique et loin d'être évidente. Il reste maintenant à comprendre si cette interprétation portera ses fruits à long terme ou si ce sera l'une de ces solutions destinées à évoluer rapidement avec l'avancée de la saison et, comme toujours, la piste sera le seul véritable juge. Et c'est la première grande différence que nous voyons que Mercedes apporte sur la piste par rapport aux autres, un véritable pari qui explique cependant le travail minutieux qu'ils ont réalisé chez Mercedes sur l'aile avant et le nez ainsi que sur la zone des flaps. Beaucoup pourraient se demander quel est l'intérêt de faire tourner seulement un flap par rapport à deux si la FIA autorise au maximum deux flaps à tourner. Eh bien, cela pourrait être pour mieux diriger les flux, pour structurer au mieux le T3 ou les appendices aérodynamiques qui sont présents près des roues avant. En somme, il y a plusieurs motivations qui peuvent amener Mercedes à faire ce choix. La motivation principale est certainement celle d'une meilleure gestion des flux et aussi d'accentuer l'effet outwash que la FIA cherche à réprimer avec ce règlement. Mais le fait alarmant, si l'on veut, est le kilométrage effectué par Mercedes lors de la première journée d'essai.
Ils ont réalisé 151 tours au total en une seule journée, 56 le matin avec Kimi et Antonelli et 95 l'après-midi avec George Russell. Et pour une voiture complètement nouvelle avec un règlement technique révolutionné, c'est un signal fort. Les temps non officiels mais filtrés du paddock racontent que Russell a tourné en 1:18 696 à un peu plus de moitié seconde de la Red Bull d'Isaac Hadjar et Antonelli en 1:27. Mais à ce stade, les chronomètres comptent jusqu'à un certain point. Ici, l'objectif est de comprendre si la voiture tient le coup, si elle tourne, si elle accumule des kilomètres. Et Mercedes a réussi sur ce point. Antonelli a été très clair dans son commentaire. La journée a été productive, beaucoup de choses à apprendre avec ces nouvelles voitures. Et priorité absolue à faire des tours. Il a souligné le travail effectué à Brackley et Brixworth pour arriver sur la piste avec une voiture déjà capable de dépasser les 150 tours lors du premier vrai test. Et le message est simple, nous ne sommes qu'au début, il y a encore des améliorations à apporter, mais le package de base semble bon. Russell, quant à lui, a élargi son regard aux adversaires. Il a expliqué que ce sont des voitures très différentes à conduire, mais une fois comprises, elles deviennent assez intuitives. Mercedes est satisfaite de sa journée, mais lui-même a admis avoir été impressionné par ce qu'il a vu de ceux qui l'entourent. Les yeux sont surtout rivés sur les moteurs. Russell a ouvertement cité Red Bull, soulignant comment leur moteur a complété de nombreux tours bien qu'il s'agisse du premier construit en interne par l'équipe. Et puis Haas, qui a tourné énormément, un signe indirect mais clair aussi sur l'unité de puissance Ferrari qui a accumulé des kilomètres importants. La référence finale n'est pas du tout anodine, ce n'est pas vraiment comme en 2014. Traduit pour l'instant, il n'y a pas de désastre flagrant sur le front de la fiabilité, mais cela change beaucoup même si nous élargissons notre regard général au jour 1. En effet, le scénario reste assez clair. Red Bull et Mercedes sont en tête en termes de rythme et de kilométrage. Haas surprend agréablement sur le plan des tours complétés. Alpine, qui après l'arrêt matinal, a beaucoup récupéré dans l'après-midi. Plus en difficulté, comme prévu, sont les nouveaux projets de Cadillac et Audi qui ont rencontré des problèmes de jeunesse avec peu de tours et quelques drapeaux rouges de trop. Le tout dans un contexte surréaliste, tête à porte close, pas de chronométrage en direct officiel, très peu d'images et la Formule 1 qui a encore resserré son emprise sur le secret, éloignant les curieux et interprétant tout flux de données non autorisées. En somme, nous ne sommes qu'au début, le temps compte peu, les véritables hiérarchies sont encore loin. Mais s'il y a une équipe qui sort du premier jour avec une certitude en poche, c'est Mercedes. La Mercedes V17 tourne beaucoup. Et cela en 2026 vaut déjà énormément. En effet, la véritable gagnante du jour 1 est Mercedes, qui sort avec plus de 150 tours effectués, ce qui est énorme, lors du premier jour des tests à Barcelone. Un test fait spécialement pour tester la fiabilité des nouveaux moteurs, et Mercedes est là. De plus, ils ont également testé différentes solutions aérodynamiques, nous l'avons vu hier. Et ils n'ont pas tant misé sur la performance, mais sur le fait de faire beaucoup de tours. À mon avis, Russell a également parlé des autres motoristes pour un peu mélanger les cartes et ne pas se concentrer trop sur son propre moteur Mercedes, dont nous savons qu'il y a eu toute la discussion sur le rapport de compression. Donc, un peu pour éloigner aussi les caméras, l'attention du moteur Mercedes, et se concentrer et faire des compliments aussi aux autres motoristes, afin de ne pas apparaître comme le meilleur moteur sur la grille, même si, au fond, à mon avis, les Mercedes savent qu'elles sont les meilleures. Mais c'est une tactique que Toto Wolff a toujours utilisée, à savoir parler bien des autres, ainsi personne ne se concentre sur toi-même, sur ton équipe. En somme, nous avons vu cela aussi à l'époque de l'ère hybride de Mercedes. Et nous devons aussi parler du jour 2 de Barcelone. En effet, aujourd'hui, il se passe quelque chose de très curieux. Alors que Ferrari fait ses débuts officiels avec la Ferrari SF26, Mercedes s'arrête volontairement. Toto Wolff et son équipe choisissent de sauter la journée après avoir vu les prévisions, avec de la pluie attendue dans l'après-midi. Un programme respecté, pas de panique, on analyse les données du jour 1 et on repart plus tard. Même choix, mais déjà planifié aussi pour Haas. Ainsi, la scène est occupée par deux équipes, Ferrari et Red Bull. Seules elles sur la piste, pratiquement un test privé. Ferrari se met immédiatement en action avec Charles Leclerc, lors du premier véritable jour de travail de la SF26. Peu de tours au début, des relais courts, tout très prudent. Selon des informations filtrées d'Espagne, Leclerc complète un premier run de 11 tours avec un meilleur temps autour de 1:20.8. Un temps qui, pris isolément, ne dit rien, mais qui le placerait tout de même pas très loin des références du jour 1.
De l'autre côté, il y a Max Verstappen, qui pousse un peu plus et abaisse le temps de référence de la journée à 1,20 net. C'est lui le plus rapide du moment, même si la matinée n'est pas parfaite. Un drapeau rouge est brandi à cause d'une sortie de piste de sa part dans le gravier. Aucun dommage, il rentre au box et le programme se poursuit sans drame. Cependant, la météo devient rapidement le protagoniste. En effet, la pluie arrive sur Montmeló, d'abord légère puis de plus en plus insistante. Le chiffre le plus significatif vient justement de Maranello, où Leclerc a complété 64 tours rien que le matin, s'approchant très près de la distance complète d'un Grand Prix. Un signal clair. Ferrari utilise Barcelone pour valider la fiabilité, la gestion énergétique et un comportement aérodynamique, non pas pour impressionner sur le chronomètre, mais pour recueillir le plus de données possible. Et le Monégasque a roulé aussi bien sur le sec que sur le mouillé, profitant de la pluie arrivée en avance comme une opportunité et non comme une limite. C'est pourquoi il reste aussi un doute sur l'utilisation possible par Ferrari d'un S-duct près des flancs. En effet, Ferrari intervient beaucoup pour conditionner le flux latéral avec des solutions intégrées entre les flancs, les sorties d'air, les prises et les radiateurs. Et dans ce cas, il s'agit d'une gestion à la couche limite, à la propreté du flux vers l'arrière de la voiture. On observe un usage massif du flow-vise et nous avons vu cette Ferrari avec ce possible S-duct différent de celui des années précédentes, mais qui sert à refroidir les parties électroniques et aussi la partie, disons, de refroidissement à l'intérieur de la Ferrari elle-même. Mais en même temps, il sert à relier deux parties différentes de la voiture, la partie inférieure des flancs avec la partie arrière, pour diriger tous les flux vers le diffuseur afin d'augmenter l'appui à l'arrière et donc d'avoir une voiture plus équilibrée entre l'avant et l'arrière. Ferrari et Red Bull n'ont pas choisi par hasard d'apporter le même nombre de pneus pluie, 4 sets de pneus intermédiaires et 2 sets de pneus pluie intégrales, un signal clair que cette journée pouvait se transformer, et en effet elle se transforme en une occasion utile pour recueillir des données précieuses, même dans des conditions de piste compliquées. Et ici est le point clé. Nous sommes au tout premier jour sur piste de 2026 pour Ferrari, rouler sur le mouillé, comprendre comment fonctionnent les pneus, les suspensions, l'unité de puissance et les systèmes hybrides, dans des conditions extrêmes, n'est pas du temps perdu. Au contraire, pendant ce temps, les autres observent Mercedes et Haas reste Team Mobile pour analyser. Et Aston Martin n'entrera que jeudi. Williams est complètement absente après les problèmes au crash test résolu. Oui, mais avec une voiture alourdie. Et Audi et Cadillac, après les difficultés d'hier, ne se montrent pas aujourd'hui. McLaren reste en suspens. Elle pourrait faire ses débuts aujourd'hui, mais avec cette pluie, il est plus probable que tout soit reporté à demain. Et s'il entre, ce sera Norris qui amènera la McLaren MCL40 sur la piste. En somme, peu de tours, peu de voitures, mais des messages clairs. Red Bull confirme une solidité initiale supérieure aux attentes, surtout en considérant la nouvelle unité de puissance construite en interne. Ferrari commence son 2026 sans hâte, se concentrant plus sur la collecte de données que sur la performance. Mercedes observe, forte d'un grand jour 1 à Barcelone, très solide, et ne sort pas sur la piste le jour 2 en raison des conditions. Ce n'est pas une journée à gros titres sur les temps, c'est une journée à lire entre les lignes. Et comme cela arrive souvent en Formule 1, c'est justement là que commencent à émerger les vraies histoires. Donc Mercedes a fait un choix stratégique de ne pas sortir sur la piste le jour 2 en raison des conditions. Ce désir a évidemment été exprimé par Toto Wolff, qui a vu les conditions météorologiques. Il a dit « Analysons les données du jour 1 et sortons sur la piste un autre jour. Il y a de meilleures conditions. » Au lieu de cela, Ferrari et Red Bull ont décidé de sortir sur la piste aujourd'hui, en analysant les données et en recueillant de nouvelles données dans des conditions de piste imparfaites. Dans ce cas, nous avons vu aujourd'hui Leclerc pour Ferrari et Max Verstappen pour Red Bull, contrairement à hier où Red Bull était sur la piste à Jar. Nous avons vu Ferrari recueillir de nombreuses données sur l'unité de puissance avec AS et Cadillac motorisé par Ferrari. Ils n'ont pas rencontré de problème de fiabilité et c'est déjà un très bon facteur. Ensuite, Ferrari est sorti sur la piste aujourd'hui avec Leclerc, avec la même Ferrari qui a demandé 12 sets de pneus moyens pour les tests, et ensuite ils vont utiliser les pneus pluie pour recueillir plus de tests, le plus de données possible sur la voiture. En somme, c'est une journée où l'on recueille des données, comme je l'ai dit, on ne cherche pas la performance, on ne teste même pas des simulations de course, des simulations de qualification, on recueille des données sur la monoplace, sur la fiabilité du moteur, mais surtout sur le fonctionnement aérodynamique, tant et si bien que nous avons également vu du flux-vise sur la voiture de Leclerc, sur l'aileron arrière.
Et l'un des plus grands points d'interrogation de ce début de 2026 était sans aucun doute l'unité de puissance de Red Bull, et c'est justement de là que vient l'une des nouvelles les plus intéressantes du shakedown de Barcelone, l'unité de puissance Red Bull Ford, DM01, le premier moteur réalisé directement par Red Bull Powertrace en collaboration avec Ford, a fait ses débuts absolus sur la piste et l'a fait de la meilleure manière possible, en parcourant des kilomètres, beaucoup, entre Red Bull et Racing Bulls. On a atteint un total de 196 tours en une seule journée, des chiffres qui, pour une unité complètement nouvelle, valent plus que n'importe quel temps au tour. S'il y avait des craintes que le moteur puisse avoir le point faible de la RB22, le jour 1 des tests de Barcelone, cela a déjà contraint beaucoup à revoir leurs attentes. Isaac Agar au volant de la Red Bull a complété 108 tours sans incident majeur. Liam Lawson avec la V-Carb 03 en a atteint 88 autres. Et surtout, aucun problème structurel, aucun véritable alarmisme sur la fiabilité. Agar n'a pas caché sa surprise, la journée a été beaucoup plus productive que prévu, avec très peu de problèmes et une confiance générale qui, compte tenu du premier déploiement de la Power Unit, n'est pas du tout acquise. De son point de vue, le comportement du moteur n'est pas éloigné de ce à quoi il était habitué, tant en montée de rapport qu'en rétrogradage, signe que la base est déjà solide, même s'il y a évidemment encore du travail à faire. Les sensations sont très similaires de l'autre côté du box Red Bull, celui des Racing Bulls. Ils l'utilisent en configuration lors d'une journée riche en kilomètres de données avec quelques pics d'inconvénients absolument prévus, dans une petite journée et une sortie saisonnière. Le seul véritable arrêt est survenu à cause d'un drapeau rouge causé par un capteur. Donc, par précaution, pas en raison d'une réelle défaillance. Une fois cela réglé, le programme a redémarré sans problème. Et voici le passage le plus intéressant. En effet, Mathias Pini, ingénieur en chef de Racing Bulls, a été très clair, l'unité de puissance fonctionne bien, elle n'est pas parfaite et personne ne s'attendait à ce qu'elle le soit, mais le travail entre les deux groupes est déjà très fluide. Red Bull Powertrains et Racing Bulls travaillent avec une seule structure, avec un niveau de transparence et de collaboration qui, dans une phase aussi délicate, fait toute la différence. L'accent, pour l'instant, n'est pas sur la performance pure. Ce n'est le cas pour personne, mais surtout pas pour ceux qui font débuter un nouveau moteur de zéro. L'objectif est unique, fiabilité, kilomètres, confiance. Les vraies performances viendront plus tard, à partir de Bahreïn. Et alors le message qui arrive à Barcelone est plutôt fort. La première unité de puissance Made in Red Bull, non seulement a allumé le feu vert, mais a tourné et a tourné beaucoup. Dans un 2026 qui naît sous le signe de la révolution technique, partir ainsi ne signifie pas avoir gagné quelque chose, mais signifie avoir évité l'un des plus grands risques, et ce n'est pas rien. Et même au jour 2, Max Verstappen a confirmé l'avis d'Isaac Jarre, Liam Lawson, l'unité de puissance Red Bull, confirme sa validité et sa fiabilité, qui était un point d'interrogation très grand avant les tests, et malgré l'arrivée de la pluie plus tôt en ce jour 2 à Barcelone, Verstappen est tout de même descendu en piste le matin, marquant un bon 1:20.0, donc un temps très bon si nous voulons, et beaucoup de tours qui sont la chose la plus importante à la fin des tests de Barcelone, et donc confirme la solidité. La pluie étant arrivée plus tôt, donc l'après-midi, les voitures tournent très peu, et Alpine, Mercedes, Haas et Racing Bulls restent au stand, mais nous devons aussi parler de Cadillac et Audi, qui ont eu beaucoup de problèmes de fiabilité, Audi en particulier, au jour 1. Elle était restée immobile l'après-midi, et ce sont des problèmes de jeunesse. Il est normal de voir qu'ils ont des difficultés à Cadillac, plus sur la recherche, un peu plus de performance, tandis que le moteur Ferrari est adapté, de toute façon garanti, Audi en revanche sur la Power Unit, et des problèmes de, disons, fiabilité sur le moteur. Pendant ce temps, Franco Colapinto, Colalpina, a terminé le jour 1 avec 60 tours à son actif, et même le troisième temps absolu. Mais comme nous l'avons tous compris maintenant, la donnée vraiment importante n'est pas le chronomètre, mais le kilométrage. Pour une voiture complètement nouvelle, née avec un règlement révolutionné, réussir à accumuler autant de tours le premier jour, c'est déjà une petite victoire. D'ailleurs, considérons le passage du moteur Renault au moteur Mercedes. Colapinto l'a dit clairement, c'est une sensation spéciale de vivre sa première vraie pré-saison en Formule 1 avec une nouvelle voiture. Le travail effectué par l'équipe, selon lui, a été solide, l'atmosphère dans le box est positive. Il y a encore beaucoup à apprendre, mais l'Alpine est présente. Et sur la même ligne, le directeur général Steve Nielsen a également souligné un aspect fondamental.
l'Alpine était pratiquement prête à descendre en piste dès que le feu de la pit lane est devenu vert. Après le jour de tournage à Silverstone, le passage au test collectif a été fluide et il y a eu quelques petits problèmes, ce qui est normal avec une nouvelle voiture, mais ils ont repris très vite. D'un autre côté, nous devons aussi parler de Williams, car c'est un exemple très compliqué. La Williams FV48 a enfin réussi les tests de crash de la FIA, mais à un prix élevé. Pour respecter les paramètres de sécurité, l'équipe a dû renforcer le châssis, avec un effet secondaire très lourd, une augmentation de poids énorme. Dans un règlement qui fixe le poids minimum à 768 kg et qui est extrêmement sensible à la masse, partir avec un surpoids à 2 chiffres, on parle de 20-30 kg de plus, c'est un handicap énorme. Et ce n'est pas quelque chose que l'on résout en quelques semaines. Enlever du poids signifie repenser et faire des compromis, et donc perdre du temps. Ça ne va pas beaucoup mieux pour Aston Martin, qui a officialisé qu'elle fera ses débuts plus tard lors des tests de Barcelone, en raison de l'intégration de l'unité de puissance Honda dans le châssis, qui n'a pas été des meilleurs. L'objectif est de mettre la voiture sur la piste le plus tôt possible, peut-être dès jeudi, mais dans le paddock, il y a déjà pas mal de scepticisme sur le fait que tout se passe bien dès le départ. Ici aussi, le problème n'est pas seulement quand tu débutes, mais dans quelles conditions tu le fais. C'est pourquoi le travail réalisé par Alpine le jour 1 prend encore plus de valeur. Une Formule 1 de 2026, où la fiabilité et la performance initiale comptent énormément, partir avec une voiture qui tourne, qui accumule des données et qui renvoie des sensations positives aux pilotes, c'est déjà un pas en avant important. Cela ne signifie pas qu'Alpine soit soudainement en tête, mais cela signifie que, au moins au départ, il fait partie de ceux qui ont fait leur devoir. C'est une saison qui naît d'une révolution technique totale, ce n'est pas rien. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez sur l'aile avant de Mercedes, sur les kilomètres accumulés par le moteur Red Bull qui n'a pas posé de problème de fiabilité, sur le choix de Ferrari de jeter dans le jour 2 bien qu'il pleuve ensuite dans l'après-midi et donc les conditions ne sont pas idéales, mais dites-moi ce que vous en pensez aussi sur ce choix de Ferrari et aussi sur l'absence de Williams, sur l'absence d'Aston Martin qui arrivera plus tard et les données recueillies par Alpine lors de la journée 1. Je suis curieux de lire et de répondre à tous vos commentaires. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur le thème de la Formule 1 et de Ferrari. C'est tout pour le moment, on se retrouve dans une prochaine vidéo.